Bonjour à tous. Donc, je vous présente une session donc par Checkpoint Technology Software, automatiser sa sécurité dans les environnements cloud agile, serverless, container et autres innovations. Donc, par notre cloud architecte South Europe, donc Gonzalo. Donc voilà, c'est parti pour la démo. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'écoutez parfaitement. Et l'accent, ça vient des séries. C'est bon? Par là, ouais? Plus fort? Ok, j'essaie de parler plus fort. Et donc, on a 30 minutes pour parler de beaucoup de choses, comme vous pouvez voir dans les titres, qui est un peu ambitieux. Et on va essayer de parler de comment insérer, automatiser la sécurité et sur des environnements cloud agile, cloud native. Donc, on a plein de buzzwords, non, comme DevSecOps, container serverless. Et donc, je me présente d'abord, je m'appelle Gonzalo Rocamadour. Vous pouvez avoir mon prénom ici. Et je travaille chez Checkpoint depuis maintenant 3 ans. Et je m'occupe de nos offres de sécurité pour les clouds dans l'Europe du Sud, donc l'Espagne, la France, l'Italie. Et voici l'agenda que j'ai préparé. On a 30 minutes, donc je vais essayer d'être concis. Je vais présenter les différents challenges qu'on voit sur la sécurité du cloud, les principaux. Ça ne va pas être une liste exhaustive. Et je vais présenter brièvement les solutions de sécurité qu'on peut mettre en place pour pouvoir répondre à ces challenges à la vitesse que les clouds a besoin. Et le plus important, parce qu'on est dans une session de démonstration, j'espère avoir la plupart de mon temps pour faire des démonstrations. Donc, j'ai prévu 2 démonstrations et j'espère pouvoir finir les 2 et que ça se passe bien. Donc, la première, ça va être, et je vais vous montrer comment on peut gérer notre posture de sécurité sur des environnements cloud native et multi-cloud. Et après, la démo la plus ambitieuse, c'est j'ai une application serverless, je vais lancer une attaque, vous montrer l'attaque comme il aboutit, et après vous montrer comment on peut nous protéger de ce type d'attaque. Donc commençons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je croyais que c'était 40 minutes, donc je vais essayer de passer rapide. Donc aujourd'hui, pourquoi on y va dans les clouds? Non, c'est pas aujourd'hui, on y va pas à cause de la agilité, c'est le rendement. Mais qu'est-ce que ça veut dire agilité? C'est la capacité de payer uniquement pour ce qu'on utilise, d'accord? De pouvoir déployer en question de secondes, automatiser tous nos déploiements, pouvoir faire aussi des microservices, non? Séparer nos applications en plein de différents services, comme ça on peut être plus escalable. Et tout ça, on peut le faire en question de quelques clics. Tout est orchestré, tout est automatisé. Mais ce n'était pas toujours le cas et ce n'est pas toujours ce qu'ils cherchent les clients quand ils vont dans les clouds. Si on commence par les origines ou par les architectures plus simples, et j'aimerais introduire ce que j'appelle les 4 E. Même on a 6, je vous raconterai les 2 restants, mais ils ne sont pas très intéressants. C'est ce qu'on appelle Remain and Retire, non? Supprimer tes applications. Quand on décide de partir sur les clouds, et les choix plus basiques, les plus simples, c'est faire des rehosting, ou comme on l'appelle de lift and shift, non, pas changer tes applications et uniquement les mettre sur les clouds sans changer les codes des applications. Ça nous permet de ne pas devoir gérer des câblages, des serveurs, etc. Donc, il y a plein de avantages sur ce type de modèle. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre les applications et faire ce qu'on appelle des shift, tinker and lift. Et tinker, ça veut dire bricolage, non? Bricoler un peu les applications pour pouvoir les optimiser au cloud. On n'est pas obligé de tout changer, on peut rester les mêmes codes d'application, mais peut-être rajouter une petite chose comme au lieu d'utiliser une machine virtuelle pour mon database, je vais directement utiliser une database as a service, par exemple. Okay? Ou je vais mettre mes containers, au lieu de sur des machines virtuelles, sur une plateforme Amazon Kubernetes Service, ou sur EKS, AKS, peu importe, et pouvoir profiter des avantages du cloud, d'élasticité, des pay-as-you-go, etc. Okay? Donc ça, c'est l'idée de replatforming. On peut toujours, bien sûr, réarchitecturer notre shift and lift et commencer à profiter des choses dans les clouds. Et on a un modèle encore plus ambitieux et plus complexe de mettre en place parce qu'on a besoin de connaître en profondeur les clouds, c'est refactorer, modifier radicalement mes applications pour pouvoir en profiter 100% de la puissance du cloud et utiliser uniquement des services 100% gérés par les clouds. Non? Donc, par exemple, un exemple clair d'une application refactorée, c'est ce qu'on appelle du serverless. Donc, on ne gère pas les serveurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveurs, bien sûr, mais c'est Amazon, c'est Google Cloud, c'est Azure qui les gère. Nous, on va uniquement coder nos applications et on va utiliser ce qu'on appelle des functions as a service. Dans les cas de AWS, ça s'appelle du Lambda, pour pouvoir, quand on a une requête, escaler depuis zéro et traiter cette requête avec des services 100% natifs. Et le 4e RE, je ne sais pas comment dire, c'est replacing. C'est dire, OK, j'ai mon application en premise, mais je vais la mettre en SaaS.
Donc, je fais, des fois, on l'appelle drop and shop. Non, j'achète l'application et j'achète un nouveau qui me donne ce service, mais que tout est clé en main, tout est prêt. Donc, il faut comprendre que les différentes architectures, les différents modèles qu'on a choisis, non, après on peut parler de IA, espace et tout ça, ils sont ce concept des responsabilités partagées. Nous, on donne quelques responsabilités de sécurité au cloud vendor, bien sûr. Donc, si on fait des IaaS ou des hosting, tout ce qui est computing, stockage, etc., ça sera la responsabilité d'Amazon, Google, etc. Et par contre, ça sera notre responsabilité de patcher notre OS, de savoir d'avoir du PE, savoir de sécurité en top de ce qu'il offre les cloud vendors. Et de que nos applications deviennent de plus en plus, on va dire, modernes, au cloud native. Et ce qu'on délègue en termes de sécurité, c'est plus au cloud, à fournisseurs du cloud. Par contre, ce qu'il reste toujours, peu importe si on est même sur les architectures les plus modernes, refactoring, et ce qui va rester toujours, ça sera la responsabilité des clients de gérer les contrôles de sécurité natifs du cloud. Okay? Ça serait la responsabilité des clients de paramétrer correctement les clouds pour qu'ils soient sécurisés. Donc, et il y a 2-3 FIC, la question des millions de dollars sur les clouds, c'était est-ce que les clouds, il est sécure ou pas? D'accord? Aujourd'hui, la question est toujours légitime, pourquoi pas, mais ça devient de moins en moins important comme question, parce que les clients ils sont en train d'y aller avec différentes architectures, et on voit que cette partie orange, on peut assumer de plus en plus que c'est sécurisé. Amazon, Microsoft, Google, ils font le meilleur data center du monde. Je crois qu'on peut être plus ou moins d'accord en ça, mais la plupart des failles de sécurité ils vont venir des côtés bleus. C'est la responsabilité des clients. Donc la bonne question, et s'il y a une leçon que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette démonstration, que je vais commencer j'espère bientôt, c'est la bonne question à se poser, c'est est-ce que j'utilise les clouds de façon sécurisée? Okay? Et ça c'est la question la plus importante quand on est sur des clouds. La question en soi-même. Okay? Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de challenges, mais je voulais surtout introduire celui-ci. On travaille de façon différente. On a aussi la notion de responsabilité au sein d'entreprise. Qui est le responsable de sécurité? C'est les mecs qui développent des applications sur les clouds, si on est sur des serverless. C'est les mecs de Network Security qui est des sécurité réseau traditionnels. On a des régulations, des compliance. On fait les choses aussi différemment. Non, on utilise l'automatisation. On travaille avec des méthodologies agiles dans lesquelles il faut insérer la sécurité sur tous les étapes. Donc on a plein de challenges. Mais si on veut voir des démos, il faut que je ne peux pas lister tous, mais certains d'entre eux, vous les connaissez. Donc je vais vous présenter rapidement nos solutions pour passer rapidement à la démonstration technique de comment on peut surtout répondre à cette principale challenge, non, de comment je peux assurer que mes clouds il est sécurisé. Donc on a une famille de solutions qui s'appelle CloudGuard, qui contient plusieurs solutions pour répondre à différents besoins. Et donc on a IaaS qui va répondre à des problèmes de sécurité sur des architectures, on va dire, de type IaaS, ou rehosting, ou replatforming. Ça veut dire que même si on s'adapte au cloud, on va toujours utiliser des mécanismes et on va avoir des responsabilités sur notre OS, sur nos applications qu'on va devoir protéger. Et là, on peut s'adapter sur tout type de cloud public. Donc, on voit la liste, il est quand même exhaustive, non? Azure, AWS, Google Cloud, Oracle, des clouds privés type NSX, ACI ou des clouds hybrides. Et on a aussi une solution pour des problématiques, on va dire des SaaS, donc quand on décide de remplacer nos applications. Ça ne va pas être trop le but de cette session, donc je ne vais pas trop en parler, mais vous pouvez après vous rapprocher de notre stand VBand et on pourra vous montrer. Je vais surtout me focaliser sur les applications les plus modernes, non? Celles qui utilisent au maximum la puissance du cloud. Non? Donc on a parlé de replatforming et refactoring. Et pour ça, Checkpoint il a racheté une boîte en 2018, novembre 2018, qui s'appelle Dome9, qui est précisément dédiée à fournir de la visibilité et du contrôle sur ces différentes clouds publics. On voit aussi Kubernetes, qui n'est pas un cloud public, mais qui a aussi ces mêmes challenges aussi des problèmes de configuration, de visibilité. Donc, même sur la partie traditionnelle, et pour ceux qui ne connaissez pas Checkpoint, Checkpoint c'est une société qui est très connue pour la protection des sécurités périmétriques. Et historiquement, on est dans une base installée énorme dans tout le monde. Sur les clouds, on a su aussi s'adapter. Et adapter, c'est le rendement sur les clouds pour pouvoir fournir une sécurité, mais sans compromettre l'agilité du cloud. Donc, on va travailler sur un modèle de hub and spoke.
Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais encore une fois, vous pouvez aussi vous rapprocher pour en discuter. On va pouvoir tout automatiser avec des outils du cloud, des outils tierces, et on va avoir un management consolidé de n'importe dans quel cloud on y est. Et ça, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Et je vous dis déjà que non, parce qu'on a plein de services qui ne vont pas forcément passer pour ce qu'on appelle les data planes du cloud. On a des stockages qui sont gérés, qui sont ce propre accès public, qui sont gérés de façon directement sur les consoles. On a des applications serverless qui ne vont pas vraiment passer, même pas par, on va dire, par les réseaux du cloud. Donc pour ça, on a besoin des autres outils. Non? Donc la liste, il est quand même large. Et c'est là que Dome9 il peut nous aider. Dome9, c'est une solution qui est aussi cloud native, qui est née avec les clouds. Il existe depuis 8 ans avec l'arrivée d'AWS. On était déjà cool vendor avec Gartner en 2014. Il est né avec AWS, il a suivi le marché et aujourd'hui on supporte AWS, Azure, Google Cloud et on a rajouté sur Kubernetes. Okay? Et on continue notre expansion aussi, on projette pour aller chez Ali Cloud et des autres clouds publics. C'est une plateforme 100% SaaS. On n'a pas besoin d'installer aucun agent, aucune instance, aucune VM sur aucune des clouds. On va récupérer toute l'information à travers des API. Et ce qu'il va nous donner, c'est déjà il va nous donner des visibilités. C'est une première douleur sur les clouds. On perd la visibilité de nos assets, de nos configurations, etc. Et on va pouvoir appliquer une même politique ou posture de sécurité sur tous nos comptes, sur tous nos clouds, sur toutes nos régions. Donc on va pouvoir faire ça de façon continue. Ça, c'est important. Et on va pouvoir prévenir des problèmes de configuration. Donc je vous montre, et j'arrête avec slide, je passe à la première démonstration de Dome9. Okay. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une solution, comme je dis, SaaS. Donc, basiquement, je me connecte sur mon site web et j'accède à mon tenant dans lequel j'ai mes différents comptes à moi. Donc, ici, j'ai quelques comptes AWS, Azure, GCP. Et la première chose que je vais vous montrer, ça ne va pas être une démo deep dive, d'accord, parce qu'on a plein de choses. Je vais vous montrer un peu les 2-3 choses les plus intéressantes. C'est Clarity. Donc, cet outil, il nous permet de récupérer la sécurité native du cloud. C'est quoi la sécurité native du cloud? Aujourd'hui, c'est principalement des security groups. C'est les mêmes choses pour tous les cloud vendors, des access lists, donc des technologies de sécurité qui datent de quelques années. Et ce qu'on va faire, c'est donner plus de visibilité. Non? Donc, par exemple, ici, j'ai mon compte AWS sur la prod, sur telle région, et je vais voir tous mes différents VPC, donc mes différents réseaux isolés d'AWS, comment ils sont interconnectés entre eux, combien d'assets j'ai sur chaque VPC. Et à l'intérieur d'une VPC, et ça c'est pareil sur Azure ou GCP, mais bon, je ne vais pas faire la démo sur les trois tous les temps, je vais essayer de mixer entre une et l'autre. Et on peut voir comment mes ressources, comment mes assets, ils sont exposés ou pas au Internet, d'accord, selon la configuration qu'on a déterminée sur les mécanismes de contrôle natifs. Donc ici, rapidement, et en temps réel, il va me générer une map dans laquelle je vais pouvoir voir qu'effectivement, j'ai un load balancer qui est sur mon DMZ, ok, ça peut avoir du sens, parce que c'est le load balancer, et je vois qu'effectivement, il autorise HTTP à tout le monde. Mais rapidement, je peux identifier des problématiques. Non? Par exemple, ici, j'ai un security group qui s'appelle Default, dans lequel j'ai des bases de données. Ça, c'est déjà pas best practice d'utiliser ce type de security group. Donc, je peux identifier des problèmes ou pas, ou voir que ce que j'ai désigné, il correspond effectivement avec ce qui a été implémenté. Mais le cœur de la solution, c'est le module de posture management. Et c'est là qu'on va pouvoir définir beaucoup plus loin que des security groups, on peut aussi vérifier des security groups, que définir un posture de sécurité pour tous mes différents cloud vendors et pouvoir l'enforcer en temps réel ou en continu. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc basiquement on donne on donne une liste des sets de règles prédéfinies pour qu'on commence à travailler dès qu'on démarre avec Dome9 pour pouvoir peut-être devenir compliant à certaines normatives. Donc on voit qu'on a du AWS, du Azure, des GCP. Et par exemple, si on veut être compliant dans la GDPR, une préoccupation majeure sur les clouds, on va avoir des réglementations de GDPR ou des SIS Foundation. Donc, on va trouver ça pour les différents cloud vendors avec des règles qu'on va matcher en temps réel. Ou on peut avoir aussi des best practices définies par checkpoint, soit selon les types d'architecture qu'on a choisi, non? Donc serverless, ou des best practices pour les réseaux. Donc, par exemple, j'ai choisi Azure pour changer un peu. Et on va voir que j'ai 300 et quelques règles différentes qui vont aller checker différentes choses sur Azure, non? Sur différents types d'assets, pas uniquement
C'est coupé? Non, ok. Aussi sur des autres types de services et en temps réel, ou aussi on peut le lancer pour faire un check sur les codes, sur notre pipeline CI/CD. Je vais pouvoir lancer sur un compte ou plusieurs comptes cette check et vous verrez que ça s'est traduit en question de 1 minute. Au début, c'est du live, donc dans le live, tout prend un peu plus de temps, mais vous verrez que c'est rapide. On va faire 11 000 checks différents sur Azure, sur ces 300 règles. Donc je fais 14 000 checks de compliance par rapport à les best practices que nous on a définies. Et on va pouvoir identifier sur les différentes régions si j'ai des problématiques de sécurité. Donc je vais voir si j'ai des problématiques sur Irlande, sur telle région. Je vais commencer à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Le but final, c'est créer notre propre posture de sécurité à nous, à notre entreprise, dans laquelle on va pouvoir la créer. Donc on a une builder pour faire ça et on va pouvoir la mettre en continu sur une politique. Ça, c'est le but final de la solution, c'est créer notre propre posture de sécurité. Une autre chose que je voulais montrer, je dis que ce n'est pas exhaustif, vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités différentes. C'est le moteur de logique qui nous permet de récupérer tous les logs des différentes clouds, donc AWS, Azure, GCP, et même aussi des environnements Kubernetes et on-premise. Et on va récupérer les logs d'activité et de réseau et le log aussi d'activité utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est, comme on connaît déjà, parce qu'on récupère toutes les informations des différentes clouds, on va pouvoir contextualiser cette information. Donc, par exemple, si je vois je vais faire un exemple sur AWS, par exemple, sur la dernière 6 heures, je vais pouvoir visualiser mes flow logs, donc mes activités réseau à l'intérieur de cette cloud, et je vais comprendre si ça marche, ça marchera, et je vais voir mes différents assets, comment ils sont en train de communiquer à l'extérieur, ou avec des potentielles sources malicieuses, par exemple. Donc je vois par exemple que j'ai des instances qui communiquent à l'extérieur, et je peux aussi les corréler avec notre threat intel, et voir aussi que j'ai des sources malicieuses qui communiquent avec des machines, avec des load balancers ou avec des autres types de services. Et ça aussi, on peut le faire aussi sur des containers. Donc je peux vous montrer par exemple, on est capable de récupérer l'information des containers et donner cette visibilité. Que beaucoup de fois, on a beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui se passe sur mes containers. Donc on peut se coupler à Kubernetes et voir effectivement comment mes nodes ils communiquent entre eux et quel est son niveau d'exposition selon les logs. Okay? Et donc ça, c'est la première démo que je voulais faire. J'espère avoir encore du temps, je ne maîtrise pas trop les temps maintenant, pour vous faire la deuxième démonstration. La deuxième démonstration, c'est sur la partie serverless. Okay? Et pour ça, je vais vous introduire un nouveau membre à la famille des Checkpoint qui s'appelle Protego, qu'on va intégrer une partie sur Domline, une autre partie sur une autre solution qui va s'appeler Workload. Et Protego, c'est une solution dédiée à la sécurité des applications serverless, très spécifique. Donc ça, on va le rajouter aussi sur notre module Domline pour rajouter encore une couche de protection extra. Ce qu'ils ont fait, les amis de Protego, ils ont collaboré avec OWASP, que peut-être vous connaissez, qui font les top 10 Application Vulnerabilities, sur les projets serverless. Du coup, un membre fondateur de la partie serverless de OWASP, c'est une personne de Protego, qui a créé ce qu'il appelle la DAN Vulnerable Serverless Application, donc une application serverless avec plein de vulnérabilités. Et moi, je déployais cette application et je voulais montrer une petite démo. On va voir ce qui se passe, parce que cette démo, il est un peu plus risquée. Et donc, soyez compréhensibles si ça ne fonctionne pas. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment ma faute, ce n'est pas la faute de la solution. Donc, moi, ce que je fais, c'est lancer dans une code, non, avec Infrastructure as a Code, avec une CFT. Je lance cette application que vous pouvez voir qui consiste, peut-être c'est un peu technique, mais on va voir qu'on a des plans de... Attendez, je vais regarder ici plutôt. Et on a de Lambda, d'API Gateway, d'S3, de Cognito qui est un service d'authentification serverless. Donc, tous les services, ils sont 100% services SaaS gérés par les cloud vendors. Okay? Finalement, ce qu'on va faire, c'est construire l'application comme une espèce de Lego. Non? On va créer notre application. Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un peu le bordel parce que c'est une application sa fonctionnalité est très vulnérable. Non? Donc, ce n'est pas non plus l'application la meilleure codée. Au contraire, c'est expressément mal codé pour pouvoir l'exploiter. Et c'est une application qui escale de 0 à infini. Donc, moi, je l'ai toujours avec moi, mais comme personne se connecte, basiquement, je ne paye rien pour l'application. C'est aussi la capacité, la fonctionnalité serverless. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble l'application. Donc, quand je lançais mon CFT, et basiquement, il m'a donné comme output l'URL dans laquelle je ferai mon application, que je vais ouvrir maintenant.
je me suis déjà connecté pour éviter de me devoir connecter en live. Et basiquement, c'est une store de jeux vidéo. Ok. Et donc, j'ai ici mes orders. Je n'ai rien acheté, je vais faire le premier achat en live avec vous. Et j'ai aussi un espace admin que je ne suis pas autorisé. Donc, l'exploit que je vais faire, je vais lancer un exploit pour sauter d'un droit utilisateur à un droit admin et pouvoir accéder à ça. D'accord. Et donc, d'abord, je vais faire un achat simple. Donc, je vais acheter Mario Bros, que j'aimais bien, ce jeu. Add to cart, ok, il est sur la carte, donc je peux le payer. Donc vous avez vu que même si c'est des serverless, ça va se mettre les jeux sur un S3 ou sur une base de données de type MongoDB ou autre. Donc j'ai mon utilisateur, qui s'appelle FIG, qui va arriver à l'île Grand Palais. Et basiquement, je vais mettre mon carte bleue. Vous pouvez regarder parce que c'est du fake. Et là, hop. Normalement, si tout se passe bien, j'aurai mon jeu avec, sur mes orders et je pourrai après recevoir mon jeu par messagerie. Et donc voilà, j'ai mon confirmation token, j'ai ici mon order. Donc on a une démo qu'on pourrait faire avec, en faisant des lignes de commande et tout, mais je trouve que c'est un peu technique, même si c'est pas très compliqué. Basiquement, ce qu'on va faire, on va récupérer cet ordre-là et on va récupérer les commandes HTTP GET et on va modifier les payloads. Okay, et on va mettre une payload pour pouvoir attaquer une lambda qui est vulnérable. Tout ça, je vais vous montrer après sur la solution, toute cette visibilité. Mais ce qu'on a fait pour être plus facile, donc vous pouvez voir que je n'ai pas accès à mon droit admin. Ce qu'on a fait, c'est créer de l'exploit déjà. Ok, un exploit kit, donc vous voyez ici à quoi ça ressemble un peu l'exploit kit. Je vais vous montrer après que sur Protego, on verra que ce n'est pas quelque chose qu'on a développé, ce n'est pas une exploit zero day, c'est basé sur une vulnérabilité qui existe sur les codes qu'on a choisi de notre lambda. Et si je lance l'exploit, ce qui va se passer, c'est que normalement, si tout marche bien, et là c'est finger cross, j'aurai accès à la partie admin. Mais non, ça ne marche pas. Bon, c'est l'effet démon. Ce que je vais faire, c'est lancer des profilings pour éviter des calls de star avec lambda. C'est générer quelques mouvements sur mes lambda. Et ce que je vais faire, c'est run exploit again. Et normalement, si tout se passe bien, j'aurai accès à mon interface admin que je ne devrais pas avoir accès. Pendant que ça fail ou pas, je vais vous montrer l'interface Protego pour voir l'application vulnérable, à quoi ça ressemble sur Protego, pour identifier des potentielles problématiques sur cette application. Et aussi, vous voyez que je suis maintenant sur l'espace admin et j'ai accès à tous les ordres. D'accord? Et si je ne vous ai pas montré trop les codes, mais basiquement, ce qu'on fait ici, c'est sur Cognito ID, que c'est notre service d'authentification, on change d'utilisateur et on se met en mode admin. Et tout ça, on va le voir sur Protego. Donc ça, c'est Protego, ça sera intégré, et c'est déjà le cas. On a une partie qui commence à être intégrée sur Domline. Donc sur Domline, vous avez vu qu'on a ici un coin serverless, donc on commence l'intégration. Mais je vais plutôt vous montrer l'ancienne dashboard avant qu'on l'intègre 100% sur Domline. Et on peut voir l'application. Ça, c'est l'application vulnérable. Et on voit qu'on a plein de vulnérabilités qu'on a détectées. Donc si je rentre un peu en détail, en rouge, on va voir tous mes lambdas qui sont des événements critiques. Donc, ok, je vais filtrer. Je peux filtrer par runtime, région, mais je vais me baser sur la criticité. Et sur ça, je vais vérifier par exemple tout ce qui vient par API Gateway parce que la plupart de mes applications, comme méthode de déclenchement, c'est l'API Gateway. Donc je me focus sur ça. Et je vois ici une lambda qui gère mes ordres. Okay, c'est cette lambda qu'on a exploitée et qui pointe vers différents services AWS. Donc si je clique sur les lambda, je vais voir déjà qu'est-ce que le lambda il fait. Non, donc il déclenche les différents services. On peut voir différentes tasks de sécurité et je peux voir déjà quelques sécurités events. Et donc on voit ici les codes d'injection attaque, mais d'abord je vais commencer par ici. Donc ici on voit que mon lambda il parle avec des autres lambda. Déjà la solution il nous montre qu'on a des problèmes de permission sur chaque trigger de cette lambda, sur chaque événement que le lambda doit faire. Et je vais vous montrer ça en plus de détails sur les différentes vulnérabilités détectées. Donc déjà, on a des problèmes de permission.
Et pourquoi? Parce que l'application, les codes, ils demandent des permissions non étoiles. Ça veut dire qu'ils autorisent faire tout sur Cognito, qui est le service d'authentification, sur des autres lambda, sur des logs et sur du STS, qui est c'est le mécanisme d'assumer des autres rôles. Ce qui nous permettra potentiellement de sauter d'une lambda à une autre jusqu'à chercher la lambda qui est vulnérable, ou la lambda qui a l'accès à ce que j'ai besoin ce que j'ai envie d'attaquer. Et d'autre côté, je vois aussi que j'ai des codes qui est vulnérable sur mon lambda. Donc sur cette partie, déjà on propose ce qu'on appelle une suggestion fixe. Et il va nous dire, on va lire les codes, et comme on sait que sur la partie Cognito, on utilise uniquement les admin get user, il va nous proposer d'hybrider notre lambda pour éviter précisément que si on a une attaque parce qu'on a un code vulnérable, comme c'était le cas de ce que je viens de faire, éviter qu'il puisse sauter sur des autres choses sur la partie Cognito. Dans ce cas-là, il pourra peut-être lister les utilisateurs, mais il ne pourra pas s'échanger d'utilisateur lui-même, la vulnérabilité. Okay? Et sur la partie vulnérabilité, on voit qu'effectivement, on a utilisé des librairies qui sont vulnérables. Et si on rentre un peu en détail, vous verrez que je n'ai rien inventé. On a récupéré basiquement une vulnérabilité bien connue et on a récupéré exactement les mêmes formats pour pouvoir l'exploiter. Donc ça ressemble un peu à ça, non? Les end function, child process, etc. Et là, on a mis les processus pour sauter, pour faire l'escalation des privilèges. Mais ce qui est important, c'est qu'on a vu qu'on a des codes vulnérables, on a vu qu'on a un rôle très permissif, mais en plus de ça, on peut aussi faire des autoprotect et mettre une couche de protection sur les lambda, et on a détecté l'attaque d'injection des codes. Okay? Et donc, la dernière démo que je voulais faire, mais je crois que je n'aurai pas trop le temps parce que dès que je clique en mode bloc, il me dit que je dois attendre 5 minutes pour qu'il se mette en place. Et je crois qu'on n'a pas 5 minutes. Mais on pourra les tester sinon. Donc on peut passer en mode blocage. Et à ce moment-là, si je relance l'attaque, ça sera bloqué. Et au lieu de voir une alerte, on verra attaque bloquée. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions pour pouvoir répondre à tout type d'architecture. Donc on a dit IaaS pour, on va dire, des solutions plus IaaS, rehosting, plus shift and lift and shift, pardon, je me trompe toujours. Et on a Dom9 qui va nous aider à nous donner des visibilités et des contrôles sur tout type de plateformes, sur tout type d'architecture qu'on choisit. Ça va nous aider à protéger nos applications SaaS. Et bientôt, on va sortir aussi Workload, qui sera une partie de ce que je vous ai montré, Protego, pour place des autres choses, pour des protections, des runtime, des containers, c'est beaucoup plus, qui ont déjà en bêta. Et on a aussi des solutions de WAF, ce qui est basiquement un WAF next generation, qui va prendre en compte aussi des attaques de type API et pas uniquement des attaques qui viennent d'HTTP et autres. Donc on a une famille de solutions complètes qui permet de répondre à tous les différents besoins de sécurité sur ce type d'application. Donc est-ce que les clouds de sécurité, et peut-être ce n'est pas la bonne question, mais en tout cas on peut l'utiliser de façon sécurisée avec CloudGuard. Je ne sais pas si on a des temps pour des questions. Peut-être oui. Donc n'hésitez pas. Sois pas timide. Est-ce qu'il y a des questions? Une question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que dans votre offre, vous utilisez des solutions d'analyse comportementale? Ok, c'est une bonne question. Donc, sur cette partie-là, je vous ai montré la partie logique dans laquelle on récupère des logs. D'accord? On récupère des logs et on le visualise. C'est vrai que je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais sur ce module, on a des mécanismes d'analyse comportementale précisément pour peut-être détecter plusieurs successions de logs différents, qu'en soi-même, eux, ils ne sont pas, on va dire, malicieux, mais avec notre moteur d'analyse comportementale, on va savoir que ce type de succession des logs ou d'actions, des événements, ça représente une menace. Donc sur cette partie-là, on utilise effectivement des analyses comportementales. Sur la partie Dom9. Sur la partie IaaS, que je ne vais pas trop présenter, là évidemment, on a tous les couches de protection qu'on est capable d'offrir déjà sur nos infrastructures normales. Donc on peut faire des bacs à sable, machine learning, etc. Ça répond à la question? Peut-être une dernière question pour Gonzalo? Pas de questions sur? C'est bon? Allez, on peut applaudir Gonzalo Rocamadour. Merci beaucoup pour l'intervention.
Je rappelle que vous êtes de la société Checkpoint et peut-être vous avez un numéro de stand à donner. Oui, pardon. On est dans les B20. B20. On est nombreux, Nous donc dit-on. n'hésitez pas à venir, à poser des questions sur cette solution ou des autres comme la partie SaaS, protection mobile, endpoint ou autre. Merci beaucoup et très bon FIC à tous. Merci.